Bon vendredi à tous, mesdames, messieurs. C'est la revue des grandes unes, la presse que vous aurez à lire est disponible en kiosque ce matin. La Nouvelle Expression parle de France-Afrique et parle de pourquoi Macron sollicite Achille Bembe. Et là, le journal nous apprend que le célèbre écrivain et historien camerounais explique pourquoi il a accepté de conseiller le président français dans la préparation même du sommet France-Afrique qui va se tenir en Afrique. Et là, en France, pardon. Le journal propose tout un dossier ce matin avec des réactions que je vous invite à lire dans le dossier de ce jour. On parle également d'insécurité dans le numéro de ce jour avec des inquiétudes à l'ouest du Cameroun. Le gouverneur Hawa Fonkan appelle à la collaboration des populations pour mettre hors d'état de nuire les parasites. Donc, lorsqu'on découvre également tout cela en page 4 du journal ce matin, après 43 mois, il meurt en détention. Les juges ont d'ailleurs refusé d'accorder la liberté provisoire à maître André Yumbi, malgré notamment la précarité de son état de santé. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. On parle du vaccin Covid, à mettre fin donc à la désinformation afin de résoudre les problèmes de peur, doute et bien sûr suspicion au sein de l'opinion. Un briefing a eu lieu à Douala. On peut lire également la suite en page 5 ce matin. On parle de santé mentale vers l'épreuve du Covid-19. Donc tout cela dans le journal en page 9. Autant d'informations à lire. On parle également de succession avec Franck Biya, jamais président, Benjamin Zebazé, directeur des publications de l'ancien Challenge Hebdo, et Ouest Littoral explique pourquoi dans le dossier proposé par le tabloïd ce matin de la page 11 à la page 12. Le quotidien Le Messager pour sa part, qui en kiosque également ce matin, s'intéresse à l'actualité et parle donc de l'alternance au Cameroun, la démocratie étranglée. C'est une question que se pose le journal, mais le journal fait savoir que la course effrénée à la succession de Paul Biya a été dit. Certains acteurs politiques redoutent ou redoublent même de manœuvres strangulatoires aux principes démocratiques. Tout cela en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également de santé mentale et Covid-19. L'antidote de Félicité Mungang dans le journal en page 8 ce matin. Presse en danger, un caméraman du Canal 2 brutalisé. C'est le journal qui le dit également ce matin en page 5. On parle également de l'occupation de l'espace portuaire vers une grogne des opérateurs économiques dans le journal ce matin. Le port autonome de Douala impose donc de nouvelles conditions jugées un peu trop prohibitives donc par les entreprises qui aujourd'hui ne cessent de pointer du doigt tout ce qui se passe de ce côté-là. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Le Messager en kiosque ce jour. L'Œil du Sahel pour sa part parle d'importation des écrus avec notamment comment la SICAM plombe notamment son usine de Garoua. C'est à lire dans le journal en page 3 ce matin, et en parcourant l'article on peut découvrir qu'il y a bien de choses qui ne marchent pas, et là on découvre également que cette unité de transformation du coton semble notamment connaître beaucoup de soucis, du plomb dans l'aile. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal s'intéresse également à Eneo, selon notamment la production du lac d'eau s'améliore donc, tandis que 4 mégawatts supplémentaires ont été installés en Gaoundéré pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc les délestages passent de 8 à 5 heures en journée. C'est le journal qui propose également le sujet ce matin. C'est à lire dans le numéro L'Œil du Sahel en kiosque ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque aussi. Le journal s'intéresse à l'actualité, tout comme le journal Mutation qui parle de la France-Afrique, Macron, Mbembe et les critiques. C'est ce que le journal propose ce matin. Le numéro nous demande de lire la tribune libre du sociologue Georges Laine et l'interview de l'historien, du philosophe, à découvrir dans le dossier de la page 8 à la page 11 de ce matin. Le journal est donc en kiosque. Le journal parle également des revendications de la presse, les résolutions de la réunion Mincom-Repac à lire dans le journal ce matin en page 2. Le journal d'autres informations aussi qui parle de Yaoundé-Douala. Le train Intercity bientôt de retour. Ce sont là autant d'informations à découvrir dans Mutation. Le quotidien du jour parle de la CAN 2021. Complexe sportif de Lembe, où en sont donc les travaux? C'est une question que se pose le journal, mais le journal nous rappelle ce matin que le ministre des Sports était donc sur le site du chantier hier, et le point est fait dans le dossier proposé par le quotidien Le Jour de ce matin. On parle de Douala également. Comment des enfants sont donc morts intoxiqués? C'est à lire dans le quotidien Le Jour de ce jour. Émergence pour sa part parle donc des dettes des sociétés d'État qui augmentent de 10 milliards de francs CFA au Cameroun, et tout cela, c'est à cause de la variation même du taux d'échange, selon bien sûr le tabloïd qui propose tout un article ce matin. Le même journal parle également du programme du Fonds monétaire international. Il nous apprend que la Banque mondiale va débloquer 54 milliards de francs CFA pour le Cameroun.
Autant d'informations à découvrir dans le journal Émergence. Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse au Covid-19. Objectif, 5 millions de vaccinés. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal nous apprend que le chiffre visé par le gouvernement avant la fin de l'année a été donc révélé hier à l'issue du conseil de cabinet du mois d'avril, présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, qui a d'ailleurs instruit au ministre de la Santé publique d'assurer de la disponibilité, même de s'assurer de la disponibilité des deuxièmes doses dans les délais correspondant donc à chaque vaccin. C'est un dossier à lire de la page 4 à la page 5 ce matin. Le même journal parle également de la fête du travail en mode anti-Covid-19. C'est ce que le journal propose. Alors que l'on commémore demain la journée dédiée aux droits des travailleurs, la pandémie de coronavirus a déjà fait des milliers de victimes et forcé notamment des entreprises à changer radicalement leur mode de fonctionnement. C'est à lire dans le journal, dossier à découvrir de la page 13 à la page 15 du quotidien Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Le journal L'économie parle notamment d'agriculture et nous apprend qu'il y a une réflexion sur les pistes de relance du café Robusta en Afrique centrale. Selon bien sûr le journal, depuis l'avènement du coronavirus, la filière a fait donc face à de nombreuses difficultés afin donc de remobiliser ou de remonter même la pente. Des membres de l'agence de café Robusta d'Afrique et de Madagascar sont donc en conclave au Togo depuis le 26 avril dernier. Et là, il faut lire la suite également dans le journal ce matin. Le journal parle également de transport ferroviaire avec le train qui siffle justement à nouveau entre Douala et Yaoundé. C'est ce que le journal nous apprend ce jour. Il parle notamment de près de 5 ans après la tragédie des écarts avec Intercity. Les déplacements par rail entre notamment ces deux métropoles ont repris par un voyage inaugural hier, 29 avril 2021. Donc, le journal nous propose ce matin de lire la réaction même de l'honorable Cabral Libi. C'est en page 6 du journal disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle également de la propriété intellectuelle. Et nous apprend que le Cameroun a déposé 365 brevets d'invention en 2020. Et à Bafoussam, on parle notamment de 850 millions de francs CFA pour aménager le lac Baleng. Ça a découvert dans le dossier proposé par le journal L'économie de ce jour. Et puis le soir hebdomadaire qui en kiosque parle l'amélioration de l'éducation au Cameroun. Accord réussi Cameroun pour une éducation de base informatisée. C'est le dossier proposé par le journal ce matin. Le même journal parle également des chantiers urbains avec le MINDU qui déverrouille notamment les blocages qui freinent notamment les travaux à Yaoundé. C'est à découvrir dans le même journal en kiosque ce matin. Le Popoli parle notamment d'Aïdjo Biya, la discorde éternelle. C'est à découvrir dans le journal satirique en kiosque ce matin. Et la caricature que je vous invite à découvrir aussi dans le même numéro, voilà ce que la presse nous propose, que nous avons reçu à notre rédaction ce vendredi. Georges Semier est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue Georges. Merci à vous M. Ndongo. Bonjour à vous. Permettez-moi d'adresser un bonjour particulier à un téléspectateur particulier de ce programme. C'est Sa Majesté Kotoleya, qui est chef supérieur de 3e degré du village Mankoulan. Mankoulan, c'est dans le canton Abo, arrondissement de Fico. Il m'a chargé de saluer également tout le panel aujourd'hui. Merci d'être là ce vendredi. Vous n'allez saluer personne, Kamine. Bonjour. Ah bon, c'est déjà vous m'interdisez ou bien vous m'interdisez? Non, on verra ça. Bonjour Flavio Valodongo. Bonjour Georges Semé. Mais moi j'adresse un bonjour particulier au docteur Patricia Com, qui est docteur en médecine, mais surtout médecin légiste, qui m'a interpellé hier après cette émission de la revue des grandes unes qui avait parlé du cas de l'intoxication de ces deux enfants qui sont morts quelque part du côté de Bonhomme Sadi, et m'étant ému de cette situation et ayant demandé aux principaux responsables de la police judiciaire de veiller à ce qu'il y ait exactement une beaucoup plus grande implémentation de médecins légistes en police criminelle. Police scientifique, parce que dans une enquête comme celle-là, il ne faut pas attendre 3, 4, 5 jours. Il faut que immédiatement, dès que les corps sortent de la maison, que ces corps soient mis à la disposition de la police scientifique, qui doit avoir les moyens techniques et médicaux et scientifiques et chimiques pour essayer de déterminer les causes. Le docteur, comme m'a appelé, elle a dit que c'est un problème qui est sérieux au Cameroun aujourd'hui, le problème justement des médecins légistes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les chirurgiens. Ils ne sont pas nombreux quand même, on le voit bien. Non seulement ils ne sont pas nombreux, et c'est anormal. À peine une quinzaine pour tout le Cameroun. Pour tout le Cameroun, imaginez donc. Et dans une ville de Douala, on dit qu'il n'y en a que 2 ou 3. Donc, moi je pense que c'est un problème assez sérieux. Les cas de mort suspecte doivent être sérieusement
pris en charge, et même parler du cas d'un individu qui est mort de manière suspecte. On a demandé effectivement une autopsie. L'autopsie a été faite, a été bâclée et n'ayant rien trouvé, alors que les faits patents avaient donné les preuves d'amour critique. Le corps a été enterré sans qu'effectivement un examen sérieusement critique et scientifique soit appliqué. Bonjour docteur Patricia. Merci. Et sur religieusement ce programme, merci à vous. Alors donc le journal La Nouvelle Expression et notamment Mutation s'intéresse à la France-Afrique ce matin. Georges Ossémé, le journal La Nouvelle Expression parle de pourquoi Macron sollicite notamment Achille Mbembe. Il donne ses raisons dans le journal ce matin avec donc le célèbre écrivain et historien camerounais qui explique pourquoi il a accepté accompagner Macron dans la préparation même de ce sommet France-Afrique qui va se tenir en France. Et Mutation parle également de Macron, Mbembe et les critiques. Alors, depuis quelques jours, l'historien camerounais, universitaire également et consultant, écume la une de certains médias camerounais ou étrangers. Il y a quelques jours, il a accordé une interview au journal français Le Point et je suis très content de voir que deux journaux camerounais sont intéressés à son implication dans la préparation du sommet France-Afrique, le cas notamment de la Nouvelle Expression et de Mutation. Alors, pourquoi donc Achille Mbembe a été sollicité par la France pour essayer de baliser un peu le terrain dans cette grande rencontre entre la France et les chefs d'État africains? Il s'est largement, il s'est abondamment penché là-dessus et tout simplement parce que certains ne comprenaient pas pourquoi aujourd'hui il accédait à cette sollicitation alors qu'il a parfois eu des solutions, des positions extrêmement tranchées contre la France-Afrique, contre la prédominance de la France dans son précaré et dans les autres anciennes colonies. D'où le titre de Mutation ce matin. Effectivement, donc il y a eu cette ambiguïté que certains observateurs ne percevaient pas. Il était dans le bon ton qu'il cède à la sollicitation des médias afin qu'il clarifie cette situation. Et j'ai lu de bout en bout ses justifications. Il dit qu'il est d'abord un consultant, en dehors d'être universitaire, il est d'abord un consultant, mais surtout, il dit qu'il est quelqu'un de crédible. Il est quelqu'un de crédible qui ne fait pas dans le cynisme, qui n'est pas ubiesque. Et c'est ça qui justifie le fait qu'il ait accepté de mener ce sacerdoce en faveur du sommet France-Afrique. Et il a ensuite dit que lui, il n'y va pas rien que pour la critique, il y va pour faire des propositions. Et cette sortie est concomitante avec le cas qui s'est déroulé au Tchad, avec la mort de Driss Déby. Et il a eu l'occasion de se prononcer également là-dessus en disant que, effectivement, ce qu'il disait depuis vient encore se vérifier avec la mort de Driss Déby, se fondant sur ce que la France aurait encore une certaine emprise sur l'Afrique avec le cas du Tchad. Il a dit qu'il reste dans la critique, mais il va venir faire des propositions afin que le sommet France-Afrique apporte quelque chose de nouveau, afin que le regard que la France a sur l'Afrique et que les Africains ont sur la France essaient d'échanger avec la nouvelle donne politique mondiale. Donc je crois qu'en dehors qu'il soit un historien ou un universitaire, il est également un consultant qui peut amener sa petite participation au changement des rapports entre la France et l'Afrique. Et surtout qu'il a dit qu'il n'était pas seul. Il a formé une équipe qui va travailler sur la question et on nous annonce même qu'il y a une grande rencontre entre cette équipe et le président Macron en juillet prochain à Montpellier. Alors, Camille Nelly, on voit bien que l'Afrique est sollicitée par plusieurs autres puissances. Et la France fait-elle des jeux doux à l'Afrique en ce moment, au regard de tout cela? Je pense que Macron a fini par comprendre que non seulement la France devient de plus en plus impopulaire en Afrique, mais qu'il y a des courants en Afrique qui n'acceptent plus non seulement la mainmise de la France sur l'Afrique, mais surtout la relation qui existe entre un pays et tout un continent. Donc, moi, je pense que Achille Mbembe, qui s'est toujours positionné comme un ennemi, un francophobe irréductible, c'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose absolument à la mainmise de la France sur l'Afrique, c'est pas par hasard que Macron l'a choisi, parce qu'il savait très bien que celui-là, c'est l'un des interlocuteurs les plus durs, et peut-être même qui pourrait mieux comprendre la nouvelle position de la France, qui consiste à redéfinir un peu les fondamentaux qui existent entre la France et l'Afrique. Parce que ces fondamentaux datent des années 60, et aujourd'hui, il faut dire que 60 ans après, ça commence à être usé jusqu'à la corde et les jeunes générations qui arrivent ne sont plus très enclines à suivre cela. Quant à lier et plus que cela, moi je pense que la sollicitation du président Macron pour Achille Mbembe lui donne l'occasion d'avoir comme allié un intellectuel dur, pur. Et
irréductible qui, justement, lui-même a su peser à bon escient cette offre parce qu'il estime que cette initiative est quand même nécessaire. Était nécessaire et il pense que elle peut être utile dans la mesure où le président Macron et la France auront la possibilité d'entendre et de mesurer les problèmes aujourd'hui qu'exhibe la jeune génération africaine qui ne veulent pas avoir les mêmes relations qu'avec leur père. Mais quand à lier cette démarche de Macron avec la mort du président Déby au Tchad, la France n'est en rien responsable de ce qui est arrivé au Tchad. Bon, la France, il faut tout simplement noter, et ça c'est certainement une bonne chose. La France n'a pas voulu rester loin du Tchad, qui, après avoir perdu un chef historique dur, fort, un allié surtout. Un allié, le pays se retrouve dans une situation de fragilité qui fait que la France a démontré toute sa disponibilité à pouvoir l'encadrer et l'aider à ne pas aller à la dérive sous les coups, sous les coups de boutoir. Certains experts estiment que la France fragilise quelques pays africains pour justement avoir la mainmise sur la gestion de ces différents pays. Fragilisé? Non, la France se sert de quelques pays africains. La France, comment dire, elle traite. C'est-à-dire qu'elle prend tout le lait de ces pays africains pour ses propres affaires. Ça, c'est connu. On sait tout ce que la France gagne dans certains pays, notamment dans l'exploitation de l'uranium, de l'or, de tout un tas de minerais. Et vous savez très bien que sur le plan économique, la France, sans les ressources venues d'Afrique, ne briserait rien au niveau de l'Europe. Donc la France, pendant 60 ans, a noué et a entretenu une relation assez obscène avec l'Afrique. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes qui ont fait leurs études en France, qui connaissent la réalité de la géopolitique mondiale, ne veulent plus de cette relation incestueuse. D'accord. Alors, c'est un article, en tout cas, que je vous invite à lire tout d'abord dans la Nouvelle Expression de ce matin, qui parle de la France, France-Afrique, pourquoi Macron sollicite Achille Mbembe, et la réponse est contenue dans le dossier ce matin. Mutation parle également de ce même sujet, et Macron, Mbembe et les critiques, c'est le titre proposé par le journal Mutation de ce jour. Alors, autre chose, on parle de succession avec, c'est la Nouvelle Expression qui parle de Franck Biya, qui ne sera jamais président. Benjamin Zébazé, directeur de publication de l'ancien Challenge Hebdo et Wesley Toral, explique pourquoi Franck Biya ne sera jamais président au Cameroun. Et on le voit bien, on peut faire une similitude avec ce qui se passe, ce qui est proposé par le Messager, parlant d'alternance au Cameroun, la démocratie étranglée. Alors, Benjamin Zébazé, que j'ai côtoyé dans le cadre de ma profession pendant près de 10 ans, on n'a jamais caché ses positions extrêmement tranchées sur les questions de malgouvernance au Cameroun. Et vous savez que quand on parle de malgouvernance, on y met les détournements de fonds, le tribalisme, le népotisme, etc., etc. Mais il s'est également très intéressé à la question de la démocratie. Et lorsqu'on parle de démocratie, bien évidemment, il y a un aspect cardinal, c'est l'alternance. C'est la raison pour laquelle il a effectué cette sortie qui lui a valu toute une fenêtre chez nos confrères de la Nouvelle Expression. Alors, il est resté droit dans ses bottes en développant des arguments selon lesquels Franck Biya ne sera jamais président au Cameroun. Donc, je pense que c'est une attitude qui dénote de l'homme Zébazé et qui ne trahisse pas aujourd'hui ces idées qu'il a toujours portées depuis qu'il est entré dans la presse. Mais seulement, j'aimerais dire que les cas qui ont été évoqués dans certains pays ouest-africains aujourd'hui ne cadrent pas toujours avec le cas camerounais. Parce que dans ces autres pays, les fils qui ont remplacé leur père, président de la République, a occupé déjà de hautes fonctions politiques et administratives au sein de l'appareil de l'État dans ces pays. Et ce n'est pas le cas pour Franck Biya. C'est vrai que il est à côté du pouvoir, mais on ne lui connaît pas une haute fonction politique ou alors une haute fonction administrative. On apprend ça et là qu'il est conseiller de l'homme de son papa, mais on ne le voit pas très actif sur le terrain en termes d'opération politique ou alors en termes d'intervention en tant qu'administrateur dans ce pays. Voilà la première différence entre Franck Biya et les autres fils de président qui ont aujourd'hui accédé au pouvoir. Et puis Franck Biya, je crois que selon notre constitution, tout Camerounais peut accéder à la fonction présidentielle. Et je ne vois pas pourquoi Franck Biya ne le serait pas. Peut-être faudra-t-il réviser la constitution et le code électoral en disant qu'il y a un empêchement ou alors une interdiction pour fils de chef d'État d'être candidat à la présidence de la République. Je crois qu'il a
surtout il est loisible pour lui d'être candidat à la présidence de la République. Donc c'est un sujet qui est très brûlant aujourd'hui parce qu'on voit dans les réseaux sociaux, dans les journaux aujourd'hui, un certain mouvement qui prend corps avec, en faveur de la candidature de Franck Biya. Ça s'appelle le mouvement des franquistes. Il y a plusieurs mouvements en tout cas, mais le plus important c'est le mouvement des franquistes. Le mouvement des franquistes qui commence même déjà à être opérationnel sur le terrain parce qu'ils installent des groupes de pression, ils mettent des bureaux, etc. etc. Pendant qu'il y a des critiques, eux ils travaillent et on ne serait pas surpris que demain la candidature de Franck Biya soit portée sur le devant de la scène, alors que devant tout le monde, ils ont commencé à travailler fondamentalement, à construire la candidature de Franck Biya. Mais pour faire la comparaison avec d'autres États qui connaissent aujourd'hui à leur tête, qui ont aujourd'hui à leur tête des fils de chefs d'État, je crois que la différence n'est pas encore à faire avec celle de Franck Biya parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne lui connaît pas de haute fonction politique, on ne lui connaît pas de positionnement administratif, mais il est également loisible pour lui de se présenter dans toute candidature à la présidence de la République parce que notre législation le lui permet. Est-ce que c'est une sorte d'épée dans l'eau que fait Benjamin Zebazé? Le titre de nouvelle expression exprime juste le hurlement d'un journaliste, d'un homme politique engagé que l'on connaît. On a connu Zebazé dans les années 90, quand il était à la tête d'un groupe de presse qui a été très actif justement, même dans la lutte, dans les années de braise, dans le contexte sociopolitique de quête de la liberté en 90. Et Benjamin Zebazé est connu pour son caractère irréductible et son opiniâtreté à dire ce qu'il pense. Bon, avec ce titre, Franck Biya ne sera jamais président de la République. C'est le cri d'un Camerounais à l'encontre d'un autre Camerounais. C'est un Camerounais qui dit que toi, tu ne seras jamais président de la République. Bon, est-ce que c'est ce que, pour être président de la République, il faut d'abord être choisi par tout? Non, pour être président de la République, il faut être élu par le peuple pour être président au Cameroun. Et comme le dit Georges Sémé, que j'ai souvent dit ici, le Cameroun n'est ni le Gabon, ni le Tchad, ni le Togo, où les fils ont remplacé leur père. Le Congo. Et ni le Congo. Non, encore que le Congo, des rumeurs disent que Kabangé n'est pas le fils de Kabila. Mais effectivement, dans ces pays-là, les fils ont été soit des ministres de la Défense, soit des ministres très très haut placés dans les systèmes de leur père, contrairement au cas de Franck Biya. Mais seulement, la différence entre Franck Biya et tout autre candidat à la présidence aujourd'hui, c'est que Franck Biya est né au Palais de l'Unité. Il est né dans le palais de l'Unité pendant que son père était Premier ministre et il est passé président. Donc il a grandi en fait dans l'ambiance de la politique. Mais ce que beaucoup de gens savent, c'est qu'on ne l'a jamais vu présent sur le terrain politique, ni comme militant du RDPC, ni comme acteur des meetings. Bon, maintenant, toutes ces personnes-là qui s'obstinent à penser que en 2025, il est programmé pour être le successeur de son père, oublie certainement que le Cameroun a des règles, il a une constitution, et que pour accéder même à la candidature, il faut être choisi par le RDPC. Mais jusqu'à présent, Franck Biya est certainement militant du RDPC, mais il faut qu'il soit choisi par le RDPC. Donc, moi je pense que ce genre de projection et même de combat d'avant-garde contre quelqu'un qui ne s'est même jamais prononcé, mais que certaines personnes, dont certaines personnes sont en train de parler. Moi, je pense que il est certainement d'accord avec ce qui se passe autour. Ça enflamme certainement un débat. De sa personne. Ça enflamme. S'il n'était pas d'accord, il se serait prononcé. Mais vous savez, il a certainement pris le caractère de son père, c'est-à-dire taiseux. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il ne répondra jamais. Mais vous voyez, regardez par exemple ce qu'on voit depuis quelques jours avec la candidature de Badji Kaïdjo, le fils d'Aïdjo, qui n'a jamais fait montre de la moindre ambition politique, qui est membre de l'UNDP. Et beaucoup de gens ne savent même pas qu'il est membre du comité, du bureau politique de l'UNDP. Mais il n'a même jamais cherché à être président de l'UNDP. Alors, Badji Kaïdjo, il y a certaines personnes qui se disent qui veulent peut-être se servir de son nom ou du nom de son père pour pouvoir jouer la carte d'une éventuelle alternance. Parce que qui vous a dit qu'en 2025, Paul Biya ne sera plus là? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces projections qui sont en train d'être faites dans les journaux et qui sont entretenues dans les réseaux sociaux, sont
non seulement malsaines, mais empoisonnent le débat. Elles sont en réalité animées par des personnes qui veulent attiser des haines. Alors, c'est la suite de ce qui se crée à gauche et à droite, ce que Benjamin Zebazé essaie de dire que lui ne sera pas président. Parce qu'on constate qu'il y a des manœuvres. C'est un point de vue souverain, c'est une opinion souveraine et je crois que lui au moins, il ne s'est pas caché pour l'exprimer. Je pense que c'est une sortie très opportune. C'est un débat actuel. Et tout à l'heure, le doyen faisait référence au cas de Badjika Yedio qui, dit-on, est en train de préparer sa candidature pour 2025 sans que on en sache véritablement ce qu'il en est exactement. Mais il y a également le cas Franck Biya et on voit de part et d'autre des campagnes pro-Franck Biya dans les réseaux sociaux. Et on le voit également sur le terrain, à l'étranger comme au Cameroun. On observe qu'il y a des groupes qui se forment, il y a des comités de base, des comités de soutien qui se forment autour de sa candidature. Et lui-même ne s'est jamais prononcé sur la question. Donc, c'est assez intéressant de se pencher sur la chose qui est éminemment importante pour l'avenir politique de notre pays. Camille a dit tel père, tel fils. Tel père, taiseux, mais il est extrêmement ombragé. Il préfère s'occuper très sereinement de ses activités économiques parce qu'il est très connu comme étant un opérateur économique très fin que d'être un politicien aguerri. Donc je pense que c'est son caractère, mais le débat en l'état actuel de son niveau, je crois qu'il en vaut la peine. Et félicitations à Benjamin Zebazé qui a exprimé son opinion. Il n'est pas allé par quatre chemins pour être droit dans ses bottes d'opposant, comme il a toujours dit, mais seulement de celui qui dénonce la mauvaise gouvernance et s'intéresse maintenant à la question de l'alternance dans notre pays, qui est une question extrêmement importante parce qu'on ne sait pas à quelle sauce sera mangée notre démocratie. On ne sait pas qui en 2025 va diriger notre pays et on ne sait pas si le président de la République va encore se présenter à cette élection. Donc c'est intéressant qu'on commence ce débat maintenant et c'est tout à fait intéressant également que certains comprennent que Franck Biya, tout comme les autres Camerounais, peut bien évidemment présenter sa candidature pour être président, président de la République. Alors, c'est la nouvelle expression qui propose le sujet, parlant de succession. Franck Biya, jamais président. Alors, c'est Benjamin Zebazé qui le dit dans le dossier proposé par le journal, la page 11 à la page 12. Le quotidien Le Jour parle des CAN 2021, complexe sportif de Lembe. Où en sont les travaux? Alors, les travaux ont commencé en 2017 et il était prévu qu'ils s'achèvent en 2019, je crois, parti pour une période de 2 ans, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le stade de Lembe, le complexe de Lembe nous a livré un spectacle assez saisissant parce qu'il a défrayé la chronique sur le plan financier, mais également sur le plan des délais. Vous êtes sans ignorer qu'il y a 2 mois de cela, la polémique a enflé sur le surenchèrement, le présumé surenchèrement du budget alloué pour la construction de ce stade, mais également sur l'énorme retard pris sur l'achèvement de ce chantier. Et pourtant, les chantiers qui ont démarré à même date sont déjà achevés et ont même déjà accueilli des grandes rencontres. Je parle en l'occurrence du stade de Bepanda, mais également celui de Douala, de Japoma, voilà. Donc, c'est intéressant de se pencher sur cette question et nos confrères de Le Jour en ont parlé encore une fois, simplement parce que le ministre des Sports y est allé encore il y a quelques heures pour s'enquérir de l'avancée des travaux sur le terrain. Et on s'est aperçu que malheureusement, il n'y a pas eu une progression telle qu'elle était espérée. Et c'est la raison pour laquelle, au sortir de cette visite, il a demandé qu'il y ait des travaux qui soient effectués désormais 24 heures sur 24 avec des équipes qui s'alternent 3 fois par jour, des équipes de 8 heures qui s'alternent 3 fois par jour afin de rattraper le délai et que ce chantier soit livré à date pour que se tienne la CAN 2021 qui va se jouer. Alors peut-être la réponse à cette question, c'est que les choses vont de façon méthodique. C'est le langage généralement utilisé par certains membres du gouvernement. Mais ce langage est utilisé, mais est-ce le cas? Il faut dire que les fréquentes descentes du ministre Modekombi et la toute récente descente du ministre Kecha Cortés sur ce site démontrent qu'il faut effectivement que les travaux avancent. Mais les travaux ne semblent pas avancer à la vitesse grand V à laquelle beaucoup s'attendaient, puisque la compétition est justement dans quelques mois seulement. Donc la question du jour, du journal du jour est très très importante. Parce qu'il faut bien que l'on sache un peu où est-ce qu'on en est, jusqu'où peut-on aller, est-ce que les chantiers sont-ils livrés à date, pourra-t-on espérer qu'à d'ici, parce que je pense qu'on avait donné un deadline pour le mois de décembre 2021. Alors, d'ici décembre 2021, c'est dans 6 mois.
Moi, je pense qu'il faut bien que les gens fassent attention. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où le chantier sera obligé de faire une sorte de course de vitesse pour essayer de rattraper le temps, alors qu'on a encore le temps d'y aller très vite, comme vous le dites, de jour comme de nuit. Mais malheureusement, les choses semblent aller tout doucement, tout tranquillement, comme si il n'y avait pas le feu. Et voilà, c'est un sujet que je vous invite à lire dans le journal ce matin, le journal Le Jour, qui est disponible en kiosque aussi. Le même journal s'intéresse à, le journal Émergence également. En kiosque parle de variation du taux de change. Georges Sémier, la dette des sociétés d'État augmente de 10 milliards de francs CFA. Alors, tout le monde sait que la réglementation CEMAC a changé depuis le 1er mars 2020. Il y a eu une nouvelle réglementation d'échange. Cette nouvelle réglementation d'échange a apporté plusieurs changements dans le microcosme économique de la région, sous-région Afrique centrale, en ce qui concerne les entreprises privées, mais également les entreprises publiques. Et c'est la raison pour laquelle il y a des concertations régulières entre l'État monétaire central, la BIAC et les acteurs du marché financier camerounais, afin de bien appréhender ce nouveau règlement. Et les entreprises publiques ne sont pas exemptées de ce taux de change, parce que il y a des transactions qui sont opérées qui apportent des métamorphoses sur les transactions financières et monétaires dans leurs activités. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette sortie récente de la CEMAC pour essayer de faire des séminaires de renforcement de capacité de tous les acteurs du marché financier, y inclut les entreprises privées et les entreprises publiques, afin de les mettre au fait de la nouvelle réglementation de change qui est entrée en vigueur le 1er mars. Et le titre d'émergence aujourd'hui rentre effectivement dans le cadre de ce que cette nouvelle réglementation a des conséquences sur le fonctionnement économique et monétaire de la plupart des entreprises aujourd'hui. Alors, c'est ce que le journal Émergence nous propose ce matin, et en même temps Cameroun Tribune revient avec le Covid-19. Objectif, 5 millions de vaccinés avant la fin de cette année. On en est déjà, selon les chiffres, à 5 000 depuis le démarrage de la session vaccinale le 13 avril. Et je pense que c'est un chiffre assez bas pour moi, vu qu'il y a eu une forte sensibilisation et vu le nombre de doses qui est aujourd'hui mis à la disposition des Camerounais. Je crois que le taux de 5 000 est assez bas. Bon, il est vrai que le discours gouvernemental va à l'endroit de certains personnels de santé qui sont en front office, en front line, en première ligne de cette opération vaccinale, qui devrait commencer par eux et avec certaines personnes cibles qui vont au-delà de 55 ans. Mais je crois que même avec cette limitation, le taux de 5 000 vaccinés à ce jour est extrêmement bas. Alors, le gouvernement indique donc que d'ici la fin d'année, il faut vacciner 5 millions de personnes. Est-ce qu'on va maintenir ce cap? Parce qu'il y a encore des discours anti-vaccinaux qui font libre cours. Et c'est la raison pour laquelle, hier d'ailleurs, il y a eu une rencontre entre les hommes de médias et la délégation, les responsables de la santé du littoral, afin de baliser, afin de démentir tous les discours de diffamation ou alors de mauvaises informations, d'intoxication qu'il y a autour de ces vaccins. Donc, merci. Bon courage au gouvernement qui espère atteindre d'ici la fin d'année 5 millions de vaccinés. Alors, le train siffle à nouveau entre Douala et Yaoundé. C'est le journal de l'économie qui évoque le sujet, comme bien d'autres tabloïds ce matin. Mais on ne parlera plus de ça, puisque nous sommes arrivés à la fin. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end et bonne fête de travail, Camille Nélé. Et nous, on se retrouve à la mosquée. Bien sûr. Merci. Allez, à très bientôt, à lundi, 9h20 sur Equinox pour la première de la semaine prochaine. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Installez-vous confortablement.